Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'avoir la moitié du Quatuor Von Kuijk en présence, à savoir Sylvain Favrebull, bonjour. Bonjour. Vous êtes second violon de ce Quatuor, et Anthony Kondo, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc violoncelliste de ce Quatuor. Alors second violon, est-ce que ça a toujours été comme ça, organisé, premier violon, deuxième violon Chez nous ça n'a jamais changé, c'est une histoire de tempérament, je pense que vraiment... j'ai pas du tout l'âme d'un premier violon et j'aime être au cœur de l'harmonie. Et du coup, mon plaisir passe des fois par les voix des autres et ça me va bien. C'est intéressant, oui, justement, ce rôle de deuxième violon qui est un pilier du Quatuor. Enfin, vous me direz qu'en matière de Quatuor, tout le monde est quand même un pilier. Oui, c'est ça, c'est une grande démocratie où tout le monde est à la fois leader et suiveur. Mais c'est vrai que c'est pas du tout un rôle en retrait, en tout cas la vision que j'en ai. C'est la vision qu'on en a aussi. Voilà. Ouais. C'est un rôle, Et du coup, c'est vrai que c'est une place où je me régale et je suis très heureux de laisser les galipettes aiguës à mon collègue Nicolas. Très bien, alors vous fêtez les 10 ans de ce Quatuor. Vous, Anthony Kondo, ça fait 2 ans que vous êtes au sein de ce Quatuor. Ça fait quoi quand on entre au sein d'une formation déjà préexistante? Vous aviez fait du Quatuor avant dans d'autres formations, mais vous arrivez au sein d'une formation qui a déjà construit durant 8 ans un répertoire. Et comment ça se passe? Eh ben, on ouvre grand ses oreilles, on est à l'écoute, on apprend à se connaître. C'est un répertoire que vous connaissiez pour partie? Alors ça, c'est sûr que ça, c'était une des grandes choses qui a rendu la rencontre aussi facile. C'est vrai qu'au niveau du répertoire, il y avait beaucoup de choses que je connaissais, donc on n'a pas été bloqué par une avalanche de programmes qu'il aurait fallu que j'en gère. Du coup, on a pu directement rentrer dans du travail d'interprétation, en ayant des réflexes, le langage du Quatuor, même si on a plein d'identités, est assez universel. Moi, je vous ai connu par un concert que vous aviez donné au Louvre. Alors, Anthony, vous n'étiez pas encore au sein du Quatuor, et qui était le reflet de votre premier disque, je crois, consacré à des quatuors de Mozart. C'est quand même très risqué de commencer par Mozart. On a l'impression que quatuor de Haydn, quatuor de Mozart... Alors, c'est rigolo, parce qu'on nous a effectivement beaucoup dit ça à l'époque. Nous, c'était pas du tout... Excusez-moi de reprendre un cliché de l'époque. Pas du tout, mais c'est vrai que les quatuors de Mozart, contrairement aux opéras, font pas du tout partie du répertoire considéré comme le plus abordable pour l'auditeur. Comme pour le c'est musicien. surtout pour le quatuor, on a l'impression que c'est d'une difficulté monstrueuse. Alors c'est pas une musique évidente, et en plus c'est une des rares musiques qui sent le labeur chez Mozart, parce qu'il a spécialement ceux qu'on a enregistrés qui sont les dédiés à Haydn, il a eu beaucoup de difficultés à les amener à maturité. Il a raturé, ce qui est vraiment quelque chose d'inédit chez lui, et il avait vraiment cette pression de l'historique de Joseph Haydn. Je crois que c'est le plus 33 qu'il a inspiré, mais en tout cas, pour nous, c'était pas du tout on s'est pas posé de questions. On sortait quelque part des études, parce qu'un jeune quatuor prend beaucoup de cours avec différents grands musiciens, grands groupes, comme ça a été notre cas. Et pour nous, le répertoire d'Haydn, Mozart, Beethoven faisait forcément partie de notre initiation. Et voilà, pour nous, donc Haydn est la première marche quand on débutait un quatuor, et Mozart est peut-être la deuxième. Et donc on avait envie, nous, c'était la période dans laquelle on était, de défendre cette musique mozartienne, et sans regret, parce qu'on a continué, on a finalement 3... Ni pour vous, ni pour nous. Ouais, merci, on a 3 CD Mozart dans notre catalogue, et on est ravis de les avoir. Oui, puisque vous avez également enregistré des quintettes avec l'altiste Adrien Lamarca. Alors, quand on parle de génie prodige, d'enfant prodige, on pense à Mozart, on pense moins à Mendelssohn, et pourtant, Dieu sait s'ils étaient un enfant prodige. Ouais, c'est vraiment la comparaison qu'on en fait, nous, dans notre discographie, parce que... je vous reçois à l'occasion de la parution du premier volume de votre intégrale des quatuors de Mendelssohn. Exactement, et c'est vrai que c'est une musique... incroyablement mature pour un adolescent, parce qu'il a commencé, je crois que le premier il avait donc 18 ans, parce qu'à 16 ans c'est l'Octoire. Puis avant il avait écrit des symphonies pour cordes à 12 ans. Enfin. Voilà, c'est ça, un opéra à 12 ans avec sa petite sœur. Et qui moquait d'ailleurs ses professeurs et son éducation, mais cette éducation lui a permis d'avoir vraiment cette avance sur son âge pour produire quelque chose qui est à la fois très respectueux de ce qui s'est produit avant. C'est celui qui nous a fait redécouvrir Bach, des formes un petit peu désuètes, peut-être avec les formes de fugue, le contrepoint, mais il a amené ça dans son style romantique, et du coup c'est une musique
extrêmement intéressantes à découvrir et à interpréter. Oui, puis c'est un bonheur à écouter. Alors, c'est pas vraiment un chaînon manquant dans le quatuor Mendelssohn, on dirait vraiment un cas à part. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que bon, vous parliez de Haydn, après on pense à Beethoven, et puis après Bartók. Enfin, si je veux résumer les piliers de l'art du quatuor, et Mendelssohn ou Schumann ou Schubert sont des individualités qu'on peut mettre plus à part, non? C'est vrai que parfois il n'a pas toute la reconnaissance qu'on lui reconnaît une fois qu'on plonge vraiment dans son œuvre, dans son discours, parce qu'il y a quelque chose d'un peu volubile, d'un peu bavard parfois dans son langage, et si on s'arrête juste à cette peut-être facette aussi de génie, on se dit il n'a pas eu comme d'autres beaucoup de tourments, on garde pas l'image d'un homme torturé, tourmenté, et alors que sa musique est très profonde, et comme l'a dit Sylvain, de par son éducation, sa mère, sa grand-mère, qui étaient aussi des grandes musiciennes, qui lui ont ramené des œuvres de Bach. Tout ça a fait qu'il est né avec Goethe aussi, qui était parmi les gens qui côtoyaient un grand homme cultivé. Et on voit toute sa maturité qui, pour nous, vraiment a abouti quand on arrive à son opus 80, qui est peut-être son œuvre où on sent vraiment la tragédie. Et où, il venait de perdre sa sœur Fanny. Exactement, oui. Quelques semaines auparavant. C'est une œuvre que je vous ai entendu donner au concert. Je pense que c'est une œuvre que vous aimez particulièrement, comme tous les autres quatuors de Mendelssohn, mais il y a un attachement particulier à cet opus 80, son dernier quatuor. Il est vraiment fou, ce dernier quatuor. Pour nous, il est extrêmement chargé en émotions, et c'est un des rares quatuors de Mendelssohn où on sent une dramaturgie, on sent le drame un peu plus que d'habitude. C'est plutôt un compositeur de musique heureuse, quelque part. Mais il y a une vraie... Il y a une vraie unité aussi dans la pièce, et je trouve que ces 4 mouvements extrêmement équilibrés, et que peut-être dans certains opus 44 on sent moins, des fois des longueurs de mouvements qui ne sont pas suffisamment balancées par rapport aux autres. Ici, là, il y a quelque chose d'extrêmement puissant, où on a vraiment cette sensation de réussir à tenir un public en haleine pendant les 20-25 minutes qu'il dure, et de permettre à tout le monde d'arrêter de respirer jusqu'à la fin, et c'est un peu ce qu'on cherche finalement. Une grande intensité. En tout cas, elle vient de paraître pour le label Alpha. Donc, le premier volume de votre intégrale des quatuors de Mendelssohn. Vous vous êtes mis dès le départ à les adorer, ces quatuors, ou c'est venu après la création du quatuor Van Kuijk? Ça fait partie de votre ADN du quatuor? On avait débuté notre initiation au quatuor par l'opus 13. Qui fait partie vraiment, qui est le premier dans l'écriture, le deuxième publié. Exactement, c'est le deuxième publié, mais il fait comme Beethoven, le deuxième et le premier réciproquement. Exactement, surtout que ce l'opus 13 est très imprégné de Beethoven, parce qu'il l'a écrit juste à la suite de la mort de Ludwig. Vous les appelez toujours par les prénoms. J'aime bien, parce que l'impression d'une certaine familiarité avec ces génies du passé. Mais c'est un petit peu comme finalement les hommes publics. On a tendance un peu à les appeler par leur nom de famille, sans les précéder d'un monsieur ou d'un prénom. Et je trouve ça presque plus irrespectueux que finalement les appeler par leur prénom. Ça prouve votre affinité avec ces génies du passé. J'espère. Et votre amour pour leur musique. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours intéressant d'imaginer qu'il y a un homme derrière cette œuvre. Parce que des fois, on a tendance à oublier qu'on les a mis trop sur le piédestal du panthéon de la musique. Non, mais c'est vrai qu'en plus, Mendelssohn, il y a ce côté, il y a une certaine familiarité avec son personnage, parce qu'en plus, il avait ce personnage public à Leipzig, il était chef d'orchestre. Et comme vous le rappeliez, il a recréé des œuvres de Bach, il a fait énormément pour les autres. Il y a tout ce côté aussi très proche de certains de ses contemporains comme Schumann. Donc on a presque une familiarité avec Félix Mendelssohn. Oui, j'essaye de l'avoir avec tout le monde. Je l'ai aussi avec Anton Webern personnellement. Mais voilà, c'est pas la même chose. Non, c'est pas le même univers. Mais en tout cas, c'est sûr que quand on part dans un projet de disque, on est forcé de s'immerger un petit peu dans un univers, et nous c'est ce qu'on fait. On défend souvent des disques monochromes qui sont consacrés à un seul auteur, et ça nous permet vraiment de se plonger à corps perdu dans cette musique, et encore plus dans le cadre d'une intégrale, ou en tout cas d'une essentielle de la musique de Mendelssohn. On a vécu avec lui pendant 2 ans de manière très intime, et spécialement le jour de l'enregistrement où on passe 10 heures par jour à jouer cette musique avec l'intensité maximale. Voilà, on en ressort forcément familiarisé avec ces gens-là. C'est vrai que vous parlez d'intensité. Tout de suite, ça commence, ce quatuor opus 13, avec une grande intensité. Tout de suite, on sent un élan
Et alors quand on arrive, puisqu'il y a 3 quatuors opus 44 qui ont été écrits beaucoup plus tard, là vous interprétez le premier de l'opus 44 sur ce disque, alors là le génie explose, et avec c'est un premier mouvement, alors lui qui est vraiment d'une folle intensité, je sais pas, sentiment quand vous jouez cette Kondo. C'est vrai qu'il est impossible de jouer cette musique sans mettre toute son énergie. Et pendant les longues heures d'enregistrement, on a des petites chutes d'énergie, on s'en rend pas toujours compte nous. Et c'est là où on remercie Franck, notre directeur musical, ingé son, avec qui on adore bosser et qui nous dit et les mecs là, lâchez vos coups. Et c'est vrai que c'est une musique, il faut lâcher l'émotion, il faut lâcher le débit, le flow, pour que les énergies de chacun puissent trouver une bonne balance. C'est intéressant, Anthony, que vous parliez de l'ingénieur du son, parce que quand on ne connaît pas ce métier, quand on est extérieur, comme je le suis, on a a priori l'impression que l'ingénieur du son, il est là pour le son, mais en fait, il a un rôle aussi artistique. C'est-à-dire quelle est la relation qu'on a avec un ingénieur du son? Quand on arrive pour une session d'enregistrement, donc nous, là, c'est 4 jours. On était à l'Arsenal de Metz, oui, qui est une très belle salle, mais du coup qui est quand même une relativement grande salle. On est tous les 4 seuls dans cette salle, et on a donc Franck, qui est notre 5e partenaire, et qui du coup a vraiment un rôle aussi bien pour nous guider dans notre recherche, que aussi pour tout ce qui est énergie, repos, tout ce qui peut arriver dans un enregistrement. Alors, ce disque, vous le disiez, Sylvain, vous avez enregistré 3 disques consacrés à Mozart. Il y a aussi un disque de musique française avec Debussy, Ravel, Schubert. Et puis il y a ce disque avec Debussy, Ravel et Chausson aux côtés de cette merveilleuse artiste qui est Kate Lindsay. Et puis aussi Alphonse Semin, avec qui vous avez également, je crois, travaillé. Oui, il se trouve que j'étais au lycée avec lui. C'est une vieille, un vieux partenariat. En tout cas, une vieille histoire d'amitié, une longue histoire d'amitié avec Alphonse, et qui est pour moi un des meilleurs pianistes chambristes. Voilà, il travaille beaucoup avec des surtout, chanteurs. Oui, voilà, dans son rapport, c'est le meilleur maître de chant que je connaisse personnellement. Voilà, il a vraiment cette appétence pour le répertoire lyrique, donc c'était très naturel de l'avoir avec nous sur cette aventure. Oui, parce qu'un de vos disques que j'adore avant cette intégrale Mendelssohn, c'est ce disque de musique française, et il y a cette chanson perpétuelle qui est une œuvre absolument sublime. Dans laquelle, qui est une toute petite chose dans un écran de velours très fragile, oui, mais qu'on aime vraiment beaucoup. Petite chose par la durée, mais pas par l'intensité. Exactement. Alors là, on va revenir à Mendelssohn. Pour vous, est-ce que c'est une musique qui est à part? Comment vous l'inscrivez dans la musique du 19e? On pense bien sûr au quatuor de Beethoven, ça c'est le pilier, après qui a tétanisé visiblement tout le monde. Exactement, et alors on est content que Félix n'ait pas été tétanisé, lui, parce que donc l'opus 13 est l'hommage à Beethoven, et du coup il a une structure qui est plus beethovenienne que ce qu'il fait par la suite. Après, il revient quelque part à quelque chose de beaucoup plus traditionnel, en tout cas avec des codes qui sont ceux qu'il aime, qu'il apprécie, et qui sont ceux du classique. On dit souvent que c'est le plus classique des romantiques. Je pense que c'est une expression vraie, mais que toute la richesse de son discours va résider finalement des fois dans les voix intermédiaire, donc celle que je peux défendre. Il y a notamment dans ces mouvements lents toujours une petite voix qui va être beaucoup plus narrative, en tout cas qui va vraiment donner un petit peu de mouvement par l'intérieur, et c'est un peu ça sa spécialité. Et comme tous les gens brillants, en tout cas les gens précoces comme Mozart, il ne fait jamais 2 fois la même chose. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement pratique, enfin pratique, c'est pas le bon terme du tout, mais c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant pour nous, parce qu'on a toujours une deuxième vision à amener à la même chose. Vous parlez des mouvements lents. C'est vrai, quand on pense à Mendelssohn, on pense toujours au scherzo, aux mouvements vifs, entraînants. Mais les 3 mouvements lents qu'on peut écouter sur votre disque, ils sont tous les 3 très émouvants. Enfin, c'est vraiment une musique qui, pour nous, auditeurs, nous plonge dans une émotion vraiment immédiate. Alors c'est vrai qu'il y a toujours cette émotion particulière dans ces mouvements lents. Bon, là, dans ce qu'on joue, je crois que l'opus 12 est quand même un vrai mouvement lent, vraiment assumé du début à la fin, mais que ce soit dans l'opus 13 ou le 44. Bon, l'opus 13, ça commence en mouvement lent, et puis après, on voit au milieu, il peut pas s'empêcher, il développe en fugue, et puis après, ça s'emballe avec justement les parties de second, avec cette alternance très rythmique au milieu, très mouvementée.
pour revenir au calme. Et dans son opus 44, là, pour le coup, il transforme le mouvement lent en plus en une espèce de balade mélancolique où il y a toujours cette notion d'avancée, de mouvement, de regard nostalgique. C'est-à-dire, c'est pas vraiment de la tristesse, du pathos. C'est plus le regard sur quelque chose qui est passé et qui va bien à son écriture, qui est beaucoup empreinte aussi de ses prédécesseurs. Oui, et puis il y a toujours une grande tendresse dans ces quatuors. Alors juste une parenthèse, on va quitter un instant cette intégrale, les quatuors de Mendelssohn en cours. Les autres quatuors ont déjà été enregistrés ou ça va être fait encore pour la suite de l'intégrale Ils ont été enregistrés cet été donc il y aura des nouvelles en début d'année prochaine, février. On attend avec impatience parce que c'est la suite de cet opus 44, les 2 et 3, c'est vraiment extraordinaire. Et puis l'opus 80, bien sûr. Oui, c'est le Mendelssohn mature. Hein, c'est sûr on a d'ailleurs aimé les enregistrer de manière chronologique. C'est très intéressant. On a l'impression de remarcher dans les pas d'un homme. Et voilà. Donc, en tout cas. L'opus 80 est un excellent final, c'est pour ça peut-être qu'on a décidé de ne pas... Oui, parce qu'il y a un autre opus 80 qui est la réunion de ne pas honorer l'intégrale de l'opus 81, qui pour nous a moins une dimension forte. Et puis cet opus 80 avec ce mouvement lent dédié à Fanny, qui représente quelque part un requiem pour Fanny, mais qui pourrait être aussi un requiem pour Félix, du fait qu'il succombera quelques mois après l'avoir écrit d'une maladie. Voilà, on ne se voyait pas enregistrer autre chose après ça. Pour nous, la page est tournée après. De toute façon, déjà, ces 6 quatuors, ça suffit à nous combler. Donc, toujours pour le label Alpha Classique. Alors, à force de parler de jeunes quatuors, vous fêtez vos 10 ans, Quatuor Van Kuck. Ben oui, c'est toujours ce qu'on se dit. Parce qu'en plus, comme on a du métissage asiatique dans nos gènes, on a des collègues à qui on demande encore leur carte d'identité pour commander une bière. Du coup, on va dire, bon, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Voilà, justement, c'est un petit peu l'occasion pour nous de tourner cette page du jeune quatuor et en tout cas d'aller vers des nouvelles aventures. Et alors, c'est quoi cette idée du quatuor? C'est quand vous avez commencé la musique, pour vous, c'était un idéal de faire du quatuor? Moi, j'ai toujours un quatuor dans mon évolution musicale. Je pense que depuis mes 13 ou 14 ans, ça m'a toujours accompagné, donc avec différents partenaires. Le quatuor Van Kuck, c'est imposé de manière évidente parce qu'on a commencé par juste lire de la musique ensemble pour le plaisir. On était copains dans la vie. Vous étiez au lycée aussi ensemble? Ouais, surtout au conservatoire. Ouais, avec tout le monde. Et vous savez, c'est un petit milieu d'ailleurs. Si je peux faire une parenthèse, il y a un lycée parisien qui s'appelle le lycée Brassens qui est menacé de fermeture. De disparition. Je vois ça, je me dis, mais on marche sur la tête. Madame Valérie Pécresse a encore confirmé ce matin qu'elle comptait bien le fermer. Qui fait partie il y a le lycée Racine et le lycée Brassens, qui sont les 2 lycées parisiens. Et en fait, moi j'étais au lycée Racine, mais j'ai beaucoup d'amis qui étaient au lycée Brassens. C'est des structures qui sont essentielles, je trouve, pour ces jeunes artistes qui se retrouvent pas créer un réseau, mais en tout cas dans une émulation et une culture. Vous pouvez travailler votre instrument tout en suivant un cursus scolaire. Donc je trouve ça dramatique. On entend beaucoup dans les conservatoires aujourd'hui que le niveau des élèves est plutôt déclinant. Je pense que ce genre de mesure va nous amener à encore plus faire décliner ce niveau. Donc voilà, si je peux m'adresser à je ne sais qui. Cette parenthèse elle est indispensable. J'ai l'impression d'être un vieux déphasé quand je me scandalise de ce genre de choses. Et Sylvain Favrobul, c'est heureux malheureusement que vous le soyez amené à le souligner. Donc l'idée du quatuor... Voilà, donc on s'est tous côtoyés dans ces structures-là, que ce soit le lycée ou les conservatoires. Et c'est la rencontre avec Günther Pichler du quatuor Alban Berg, le premier violon, qui, au bout de 6 mois de notre existence, nous a dit vous avez quelque chose d'intéressant, je vais vous présenter du monde. Il nous a emmenés à Montréal, à l'Académie McGill, qui est une académie formidable pour le quatuor à cordes. Pro Quartet nous a énormément aidé, qui est une superbe structure pour le quatuor à cordes français. Je pense que c'est à eux qu'on doit d'avoir autant de quatuors français mémorables, en tout cas d'excellent niveau. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et puis c'est vrai que c'est un métier passion, mais c'est un métier évident. Je ne vois pas d'autres structures, que ce soit l'orchestre ou peut-être le répertoire solo, mais moi je ne suis pas un solitaire. Et je ne vois pas d'autres structures qui permettent d'aller aussi loin dans l'acquisition non pas d'une perfection, mais dans la recherche en tout cas d'une musique extrêmement honnête et pointue. Oui, d'une grande intégrité. Et puis en même temps, le répertoire du quatuor qui est infini. Enfin, c'est quand même
C'est du vous caviar avez, tous les jours. Oui, des diamants à votre disposition. Et donc vous, Anthony Kondo, vous êtes arrivé, bien sûr, on le disait, il y a 2 ans. Donc vous aviez eu un itinéraire aussi très chambriste. Moi, je me suis mis à la musique de chambre très sérieusement durant mes études au conservatoire, où j'ai rencontré des collègues avec qui j'ai été dans un quatuor. Vous avez été l'élève de gens comme Marc Copé ou des gens qui Marc Copé, je l'ai rencontré en masterclass. J'étais l'élève de Anne Gastinel au CNSM à Lyon. Aussi, mais qui est aussi une chambriste émérite. Très bonne chambriste. Et puis pareil, dans mon parcours de formation de musique de chambre, j'ai côtoyé aussi énormément de très grandes personnalités qui nous transmettent cet amour pour ce répertoire, parce qu'il y a aussi beaucoup de traditions orales entre maîtres et élèves qui sont transmises. Moi, je me rappelle que ce soit par le quatuor Isaïe, les Artémis. À la fin, j'ai eu la chance aussi de travailler avec Alfred Brendel plusieurs fois. C'est des personnes, par leur histoire, par leur présence, même leur charisme, qui nous apprennent des choses sur la musique. Et le quatuor, une fois qu'on y goûte, c'est très dur de s'en passer. Et alors, juste une parenthèse, Anthony, parce qu'en préparant cet entretien, j'ai vu, vous avez eu des masterclass avec Janos Starker aussi, parce que quand même, compte tenu de votre âge, qui, sans vouloir être grossier, est quand même assez jeune, je m'interrogeais sur... J'ai eu la chance de travailler avec lui à Bâle. C'était sa dernière masterclass en Europe. Ah oui, donc une grande figure. C'était ma 2e année quand j'étais au conservatoire à Lyon. Et superbe rencontre. Voilà, avec cette immense figure de la musique. Qui continuait à jouer d'une manière incroyable, de précision, de son, et avec beaucoup de gentillesse. Alors quand on parle de vos 10 ans, on ne peut s'empêcher d'évoquer un concert qui va avoir lieu le 4 décembre prochain dans cet écrin magnifique qui est le Théâtre des Bouffes du Nord, avec 5 invités. Oui, alors on a... Je ne sais pas si c'est encore surprise, mais là on a le droit de le dire peut-être. On a le droit de le dire, en tout cas, on a essayé de convier des partenaires musicaux qui nous ont accompagnés à différents moments, des fois de ces 10 ans, mais en tout cas qui ont vraiment marqué de leur empreinte notre histoire. Et ça va être l'occasion d'une grande fête, un peu tous ensemble. Voilà, ça va être pas le concert le plus j'ai pas le bon conventionnel terme, voilà c'est en tout cas c'est une fête, vous célébrez, ça va être festif, on va pas forcément défendre des œuvres entières, mais on va défendre un petit peu un esprit d'amitié et voilà, des petits clins d'œil un petit peu à toute cette histoire, parce que c'est vrai que quand on se retourne vers le passé, on en a parcouru des aventures. Donc voilà, on est ravis que Antoine Manceau et La Belle Saison nous permettent de faire ça au Théâtre des Bouffes du Nord, qui est une salle que nous adorons sur Paris, qui est pour nous c'est vraiment un lieu sublime pour la musique de chambre. Voilà, c'est une des plus belles acoustiques pour la musique de chambre, et c'est aussi un lieu chargé d'une histoire folle. Donc ça va être, je sais pas, peut-être notre 4e apparition là-bas, mais on est vraiment ravis d'avoir leur confiance encore une fois. La Belle Saison, ils organisent des concerts aussi en province. Il y aura une tournée ou c'est uniquement ce concert parisien? Alors, ils nous ont accompagnés sur l'intégrale Mendelssohn pendant 2 ans. On a effectivement donné des concerts Mendelssohn dans toute la France et à Paris avec eux. Et oui, c'est une très belle organisation qui s'occupe de défendre le répertoire de la musique de chambre à travers nos contrées. Et alors, par exemple, il y aura Ludmila Berlinskaya, Adrien Lamarca, des musiciens avec lesquels vous avez joué beaucoup. Oui, voilà, avec qui des fois on a enregistré. On a voulu aussi, parce qu'on a connu du mouvement dans notre quatuor en 10 ans, ce qui est un petit peu courant finalement aujourd'hui, mais ce qui est aussi des choses intéressantes. Ça ramène des nouvelles idées au sein d'un ensemble, mais on a la chance de ne pas du tout être fâchés avec nos anciens partenaires. Et du coup, on est ravis de les convier pour un petit histoire de fin de récital. Donc Souvenir de Florence de Tchaïkovski. Oui, voilà, ça nous paraît un clin d'œil rigolo. Ça aussi, c'est une œuvre euphorisante. Ah bah c'est sûr, ouais, la musique de Tchaïkovski, un peu comme celle de Mendelssohn, porte en elle une certaine joie. Vous voulez jouer les quatuors de Tchaïkovski ou c'est pas encore à votre répertoire? On a joué, on a donné. C'est une musique vraiment charismatique, mais dont personnellement je me lasse des fois un petit peu vite. Et c'est très bien écrit pour le quatuor ou alors c'est difficilement exécutable cette musique? C'est un pianiste. C'est sûr qu'on sent, on sent une écriture à 4 voix qui n'est pas tout à fait toujours intuitive. Ça dépend. Il y a des choses qui sonnent très très bien, des passages plus délicats à défendre. Mais voilà, il en a écrit 3, voilà, donc on en a défendu un, peut-être qu'on y retournera, parce qu'on a dans ce vaste répertoire, on a que le choix du roi. Mais alors, à propos de choix du roi, l'équateur de Beethoven, vous en êtes où au sein du quatuor? On est à peu près à la moitié, je crois.
Et en fait, on s'est toujours dit que les quatuors de Beethoven, et spécialement les derniers, ne doivent pas être travaillés trop tôt dans la vie dans l'ensemble. Les concours internationaux poussent pourtant dans ce sens-là. On nous demande toujours un Beethoven. Les Japonais ne jurent que par les quatuors de Beethoven. Si on n'a pas enregistré un disque Beethoven, c'est qu'on n'est pas un ensemble sérieux. Voilà, pour l'instant, nous, on l'a surtout pas mis sur disque parce que c'est une musique effectivement extrêmement profonde à différents niveaux de lecture, et je pense qu'il faut les avoir travaillés, défendus plusieurs fois avant de se permettre de se dire j'ai une vision globale entière qui va me permettre d'enregistrer ça. Donc pour l'instant, on se contente de les proposer en concert régulièrement, et on est à peu près la moitié, voilà. C'est-à-dire vous faites dans l'ordre chronologique ou pas non? Du tout. Non, je pense qu'on a 2 opus 18, on a 3 des derniers late, voilà, enfin on n'est vraiment pas du tout, en ce moment on est dans le serioso, on va défendre les harpes l'année prochaine, la saison prochaine. Donc on n'est pas du tout ni chronologique, ni ça part d'une envie surtout. C'est que chaque année on se dit qu'est-ce qu'on a envie. Alors justement, vous parlez de vos envies. Je me tourne vers vous, Anthony, pour choisir au hasard un des deux. Comment ça se passe la construction du répertoire? Là, vous avez travaillé durant 2 ans beaucoup Mendelssohn, en vue de cette intégrale, de concerts, de disques. Et pour le reste, c'est quoi? Ce sont des discussions communes. Est-ce qu'on vous demande aussi, les organisateurs de concerts, j'imagine? C'est un savant mélange des deux. C'est vrai qu'on arrive tous les 4 en début de... On va dire, on prévoit nos saisons 2 ans à l'avance, on va dire. Donc là, par exemple, on a déjà planifié pour 2024-25 ce que nous, on souhaitait défendre comme nouvelles œuvres. Donc chacun d'entre nous, on se propose les uns aux autres d'écouter du répertoire peut-être inconnu. Et après, on fait une sélection et on essaye de l'agencer avec le programme qu'on a d'avant, les nouvelles œuvres pour pas non plus crouler que sur de nouveaux répertoires. Et après, on s'adapte aussi aux demandes des différents organisateurs. Donc là, vous allez reprendre les tournées, vous me disiez hors micro, notamment en Australie et en Colombie et aux États-Unis. Et aux États-Unis aussi. Et alors là, on vous demande un répertoire précis, très français, ou alors on vous laisse la bride sur le coup? C'est variable. Je crois que dans mon souvenir, à Bogota, c'est un festival français, donc je crois qu'on joue exclusivement que de la musique française. Et après, pour l'année prochaine, donc pour nos 10 ans, on a aussi ce projet qu'on a nommé Impression parisienne, qui est un ensemble de transcriptions de mélodies et de pièces pour piano de la Belle Époque. D'ailleurs, en concert, vous en avez donné une transcription là, de mémoire. Tout à fait, ouais. J'ai eu le bonheur de vous écouter en juillet, Festival de la Clé des Portes, vous aviez donné une transcription. Et il y a du Forêt, il me semble qu'on avait fait une mélodie de Forêt dans mon souvenir. C'est très très beau. Et donc ça, c'est un projet qu'on va beaucoup jouer l'année prochaine et qui est assez demandé aux États-Unis. Les transcriptions que vous réalisez vous ou que vous confiez à d'autres? Alors on a eu l'ambition de les réaliser nous-mêmes, et Emmanuel, notre altiste, a très très bien réalisé l'arrangement de la petite suite de Debussy. Voilà. Après les autres, on a eu plus d'écueils et donc on a finalement préféré confier ça à des professionnels du style. On avait des compositeurs français qui nous accompagnent un petit peu aussi depuis 10 ans, à qui on a confié l'arrangement. Oui, et puis à propos d'œuvres rares, je vous ai écouté jouer un très beau quatuor de Henriette Bosmans. Je ne connaissais pas du tout. Que nous, on a découvert grâce à une très belle association qui s'appelle Présence Féminine et qui s'est donné la mission depuis quelques années de défendre le répertoire des compositrices. Et on a du coup pu découvrir effectivement cette pièce d'Henriette Bosmans, donc qui n'est pas française, hein, qui est une compositrice hollandaise, mais qui a été très imprégnée par le style de Debussy. Et du coup, qui nous a permis d'avoir un quatuor qu'on pourrait quasiment qualifier de français, tant le langage est proche d'un Claude, et en tout cas d'une musique impressionniste pentatonique. Vraiment une très très belle œuvre, une très très belle découverte. Vous allez le donner à nouveau Oui, alors il y a un projet d'enregistrement de ce répertoire-là, avec à côté d'un quatuor de Edith Kanachisi, qui est donc une compositrice d'aujourd'hui, et de Madame Müller-Hermann, voilà, donc qui est une autre compositrice d'origine allemande. Donc en attendant, vous avez aussi à votre répertoire que vous jouerez à Salzbourg le quintet de Bruckner avec Adrien Lamarca. Alors ça aussi, c'est un immense chef-d'œuvre qui est quand même peu joué, ce quintet de Bruckner. C'est vrai que par sa dimension dans le temps, il est impressionnant. Je ne sais plus exactement, mais on doit être facilement à 50 minutes.
avec des mouvements à chaque fois qui prennent une dimension dingue. Donc c'est du temps, il faut de la patience. Et c'est une œuvre qui demande, comme toutes les œuvres de Bruckner, d'abord d'accepter de s'y perdre avant de pouvoir trouver son chemin. Donc j'espère qu'on aura le temps de faire ce chemin-là. C'est quoi? C'est Salzbourg qui vous a demandé ce quintet ou c'est vous? C'était une idée du quatuor C'était nous, oui. C'est vrai que c'est toujours intéressant de mettre... je sais pas du tout ce que je veux dire. Pardon. Voilà. Non, Salzbourg nous avait commandé en 2020 l'intégrale des quintettes de Mozart. Donc on avait choisi de défendre avec Adrien. Le Covid est passé par là, le projet est mort-né. Et aujourd'hui, ils ont, dans la saison prochaine, un autre ensemble qui va défendre les quintettes de Mozart. Donc nous, on a préféré se tourner vers cette nouvelle musique, nouvelle pour nous en tout cas, dans notre répertoire. C'était une très très bonne occasion de monter ce quintet de Bruckner avec Adrien. Vous parlez d'Adrien Lamarca, donc vous avez une relation privilégiée avec cet altiste. Oui, il fait vraiment partie des musiciens avec qui on a beaucoup aimé collaborer. On a enregistré ensemble et il sera évidemment présent le 4 décembre. Voilà, ça fait partie de nos fidèles. Il y aura une flûtiste aussi. Evanina Kosmus, qui est une flûtiste slovénienne, qui nous a permis en plus de découvrir ce beau pays. On est parti en tournée ensemble il y a 2 ans là-bas. Et donc, il y aura Ludmila Berniskaya, Adrien Lamarca. On a Sean Chibé qui est un guitariste anglo-saxon. On aurait voulu avoir Vassilena parce qu'on avait par l'intermédiaire de Benjamin Ataïr, qui est un compositeur français. Donc vous avez joué. Donc on a une création qu'on jouera d'ailleurs le 4 décembre aussi, qui s'appelle Aldikra. Je lui avais commandé à l'époque un quintet pour vibraphone et pour percussion et quatuor à cordes, parce que j'étais persuadé que ça pouvait être une valeur ajoutée à nos sons de cordes que d'avoir un peu de percussion. Et donc il nous avait écrit un quintet qu'on avait créé avec Vassilena. Malheureusement elle sera en concert à Pau ce jour-là, donc on peut pas le proposer de nouveau ensemble, mais elle sera avec nous en pensée et puis peut-être pour la fête qui va s'en suivre. Donc il y aura du beau monde le 4 décembre et puis tous ces concerts à prévoir et ces tournées pour vous suivre. Il faudra prendre un passeport pour suivre le Quatuor Van Cuyck l'année prochaine. C'est vrai qu'on a vu une bonne partie de notre planète. Aujourd'hui, ça fait un peu réfléchir. On se dit qu'il y a peut-être des nouveaux moyens de défendre notre musique que les tournées qui malheureusement ont un bilan en carbone désastreux. Mais en tout cas, un quatuor, pas encore un orchestre symphonique. Oui, voilà. Mais en tout cas, effectivement. C'est quand même très enrichissant pour nous de se confronter à différents publics et à différentes nationalités. Voilà, on n'accueille pas les mêmes choses de la même manière partout. En attendant, donc il y a ce concert du 4 décembre prochain au Bouffe du Nord pour fêter vos 10 ans et ce premier volume de l'intégrale des quatuors de Félix Mendelssohn qui est absolument merveilleux, qui vient de paraître pour le label Alpha Classique. Je rappelle, je recevais 2 des membres du Quatuor Van Cuyck, Anthony Kondo au violoncelle et Sylvain Favrebulle, 2e violon. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités. Merci. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec 2 des membres du Quatuor Van Cuyck, je vous propose d'écouter ce quatuor interpréter le Quatuor opus 44, numéro 1 de Félix Mendelssohn. Je vous souhaite une très belle écoute de cette œuvre magnifique et une très bonne fin de soirée sur RCJ.
Thank you.